je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir, bonsoir. Ah, ça y est, ça marche. Ok, bien le bonsoir, bienvenue à cette nouvelle saison, à cette nouvelle rencontre du mois de septembre. C'est la rentrée, enfin c'est la rentrée. Alors j'ai réussi, oui, bravo, ça marche. Donc il y a eu plusieurs tentatives. Alors attendez, on va jeter, parce que j'ai fait des tentatives mais j'ai pas réussi. Alors, hop. Donc, bien le bonsoir à tous et bienvenue sur cette bonsoir Olivier. Donc, Stéphanie, bonsoir. Donc, bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous que nous retrouvons enfin. Donc, nous retrouvons enfin, nous y sommes, 26 septembre 2023, ça s'est fait attendre, chasse, bonsoir. Donc, Martine, bonsoir. Donc, nous sommes bien au rendez-vous, super. Donc, cet espace de psychanalyse pour tous, bonsoir Céline. Comme vous le savez, c'est une rencontre, non, c'est un espace où nous avons la possibilité de nous rencontrer pour parler enfin. Enfin, oui, dit Céline. Donc, pour parler, pour essayer d'échanger un petit peu. Donc, moi, je présente le sujet, puis après, j'essaye le mieux possible de répondre un petit peu à vos questions. Hichem, Abdella, bonsoir. Estelle, bonsoir. Nicole, bonsoir. Donc, nous avons ces premiers moments de bonsoir, Nadia, comme dans toutes les rencontres sociales où nous devons donc nous dire bonjour. Donc, je suis très contente d'être là, de nouveau. Vous m'avez manqué tous ces mois sans ces rencontres, Abdella. Donc, tous ces mois, et on s'est manqué. Donc, je suis très contente d'être là de nouveau. Catharsis, bonsoir. Donc, vous puissiez, donc, que nous puissions de nouveau nous rencontrer et de reprendre ces directs, donc, comme tous les mardis à 21h. Donc, nous allons reprendre comme l'année dernière, le même horaire, et nous allons continuer ces directs de psychanalyse pour tous. Donc on va voir un petit peu si on change, non, le type de sujet, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Puisque aujourd'hui, on s'est proposé de parler de qu'est-ce que la psychanalyse. Alors c'est une réflexion, le manque crée le désir. Donc, Cécile, bonsoir. Mélanie, bonsoir. Donc, pour éviter les confusions, je vais quand même préciser le manque crée le désir. Alors, manque, il y a toujours, c'est pas besoin de le créer. Non, le manque, il y a toujours. N'allons pas croire qu'il faut donc s'en aller. Non, mais c'est vrai que l'être humain, quand il perd quelque chose, il se rend compte. C'est le moment où certains ont la possibilité, à fil bonsoir, de se rendre compte qu'il avait quelque chose qui ne l'a plus. Hein. Donc c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de perdre, on a besoin de s'éloigner de certaines situations pour se rendre compte qu'on avait quelque chose. Et oui, l'être humain, il est comme ça un petit peu brut, on va dire parfois. Brahim, bonsoir. Donc je disais que pour éviter les confusions, ça c'est un peu intéressant, c'est que ces directs ne sont pas des cours, ce n'est pas une formation, sinon que les formations en psychanalyse, c'est bien évidemment quelque chose bien différent. Ici, l'objectif de ces rencontres en direct de psychanalyse pour tous, c'est pour nous aider au voir, et je dis nous parce qu'on est tous, on va dire, dans le même sac, c'est-à-dire de voir si nous pouvons découvrir une nouvelle manière de nous penser nous-mêmes, de nous intéresser à cette psychanalyse qui est si intéressante, si passionnante. Touria, bonsoir. Et de voir un petit peu que cet humain qu'on nous a appris à l'école, c'est pas exactement l'humain que propose la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il y a, la psychanalyse vient nous montrer qu'il existe une nouvelle dimension à cet être humain et qu'il est très intéressant d'apprendre à connaître, puisque Caro bonsoir, ce qu'il va nous dire en fait, c'est que nous ne connaissons, avant la psychanalyse, nous ne connaissions que
un petit morceau de l'être humain, que grâce à la psychanalyse, nous avons pu voir que l'être humain est bien plus complexe. Marlène, bonsoir. Féti, bonsoir. Moi aussi, Féti, très heureuse de revenir donc à ces directs. Donc, après, bien sûr qu'on apprend toujours quelque chose, donc l'idée, c'est toujours d'essayer de découvrir. Mais rappelez-vous que apprendre, c'est se transformer. Donc, il y a vraiment un apprentissage, pas quand on découvre une nouvelle idée, sinon quand on a la possibilité de se transformer. Monique, bonsoir. Bonsoir, Carlos. Et donc, parce qu'une chose, on va voir, une chose c'est la théorie, un petit peu les idées que nous allons exposer aujourd'hui et que nous essayons d'exposer dans toutes les situations. Et je veux votre avis. Alors, je ne sais pas, Lina, bonsoir. Donc, il faut que je sois attentif parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour les messages. Et donc, une chose c'est la théorie. Une chose c'est la théorie de la psychanalyse. Et que Freud déjà nous a dit que pour avoir accès, bonsoir Jean-Loup, pour avoir accès à cette théorie, ben, il est nécessaire aussi de se psychanalyser. Parce que sinon, il y a des choses qui ne vont pas être acceptées. C'est-à-dire que Freud va nous dire que la psychanalyse, ce n'est pas quelque chose de facile. Ni se psychanalyser, ni étudier. Hein, il y a de nombreux obstacles. Bon, alors, ce que je disais, c'est que on peut s'occuper de la théorie, que sans la pratique analytique, ben, la théorie, ça va être une terre morte, on va dire. Non, terre morte, ça va être connaissance, on va dire, connaissance. Hop, pardon. Ça va être connaissance. Donc, alors que la transformation que le sujet peut vivre dans une psychanalyse, c'est une transformation donc inconsciente qui va avoir bien évidemment des répercussions dans la conscience. Hein. Donc, le sujet d'aujourd'hui que j'ai proposé, qu'est-ce que la psychanalyse? Bien évidemment, c'est un peu, Marc, bonsoir, un peu pompeux, un peu prétentieux pour un direct comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel nous n'allons pas pouvoir répondre, sachons-le dès maintenant, mais que c'est une excuse pour essayer. Hein, parce qu'une chose, c'est ne pas pouvoir réussir, mais une autre chose, c'est quand même essayer, même si nous savons que nous n'allons pas pouvoir y arriver. Mais nous allons nous rapprocher quand même de certaines idées. Alors, quand on dit que la psychanalyse est une science, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent oh, une science, alors il faudrait déjà poser, non, à chaque fois qu'on va contredire en disant non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, moi je pense que, Saïda, bonsoir. Il faut toujours voir, et c'est important de pouvoir définir la terminologie, parce que quand on parle, oh là Elena, quand on parle de science, qu'est-ce que ça veut dire, science? Dans quel secteur de la science on est? Parce qu'il y a de nombreuses sciences, et que chaque science a des éléments particuliers. En tout cas, je ne viens pas ici pour démontrer que la psychanalyse est une science, sinon que je viens pour montrer qu'on peut la considérer comme une science dans le sens où elle a un objet de connaissance, tiens, bonsoir, un objet de connaissance, et Bouchra, bonsoir, un objet de connaissance, donc je disais, qui est l'inconscient. Elle a une méthode. Elle utilise une méthode pour son travail. La méthode, c'est l'interprétation-construction. Et en plus, il y a même une technique. C'est vraiment formidable. C'est une science complète. Une technique qui est l'association libre en transfert. Et ces éléments qui vont donc participer au travail analytique vont produire bien évidemment des effets. Et les effets qu'ils vont produire, c'est l'autoconnaissance et l'autotransformation. Alors déjà, ces deux termes, c'est quelque chose qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transformation qui va se faire sans le désir du patient, sans que le patient accepte. C'est-à-dire qu'il y a le patient qui va participer. Donc, autant, et quand il y a autoconnaissance, ben, ça va découler obligatoirement avec une auto-transformation. Mais je dis que dans les deux sens, c'est parce que le sujet se le permet. On va dire d'une certaine façon. Et cette autoconnaissance et cette auto-transformation, mais c'est pas un peu dangereux les interprétations? Très dangereux, Stéphanie. C'est très dangereux, effectivement. C'est ce que va nous dire Freud. Pourquoi? Parce que c'est du matériel qui se rapporte, non, on va le voir là,
à des éléments en fait dont le sujet ne veut rien savoir. C'est pour ça que le travail analytique, ce n'est pas un travail facile, parce qu'en fait on va l'autoconnaissance, c'est-à-dire je vais apprendre à connaître des choses de moi qu'a priori je ne veux pas savoir. Mais cette négation sur certaines situations, sur certaines situations de ma vie, on va dire de ma vie comme être humain, Sarah bonsoir, c'est ce qui va provoquer les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des négations que le sujet, ça ne lui convient pas de nier autant son humanité. Il y a des choses où il va falloir qu'il accepte des choses de son humanité, des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas savoir, que nous sommes mortels, et qu'il y a des choses qui ne vont jamais être satisfaites, qu'il va falloir apprendre à renoncer, qu'il va falloir apprendre à oublier. Il y a plein d'éléments qui vont faire partie de cette humanité que nous sommes, et qu'à chaque fois que nous nions un trait de notre humanité, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans la conscience. C'est pour ça que, en fait, la psychanalyse, c'est comme une sorte un apprentissage. Cette science permet un changement de comportement individuel. Donc, le travail analytique va permettre une transformation dans le sujet pour qu'il n'ait plus besoin de ces symptômes pour résoudre, puisqu'il va pouvoir faire face à certaines choses. En fait, il va apprendre à se connaître, c'est apprendre à se connaître principalement comme être humain, qu'il n'était pas ce qu'il croyait. Alors non, moi je croyais que, mais alors, se retrouver, Lynn, bonsoir, face à certaines de ces vérités, des fois, Daniel, bonsoir, le sujet, il veut pas, il préfère rester dans l'ignorance et dans la connaissance, on va dire, de ses symptômes, dans son savoir-faire, dans sa vie, avec ce qu'il a. C'est la rencontre avec l'autre subjectivité qui va lui permettre d'observer d'autres réalités. Donc la psychanalyse ne parle pas exactement d'une rencontre avec l'autre subjectivité, il n'y a pas de rencontre avec l'autre, il y a une rencontre, on va dire, à la rigueur, avec le grand autre, avec l'inconscient. Il y a la possibilité de la production de l'inconscient. Bon, je vais essayer de continuer. Donc, on va voir, donc je disais que la science psychanalytique, elle a donc un objet de connaissance, qui est l'inconscient, elle a donc une méthode, qui est l'interprétation-construction, et une technique. Pourquoi c'est autant la guerre entre la psychanalyse et la psychologie? Ce n'est pas la guerre, ce sont deux camps complètement différents. Ce sont deux camps, pourquoi il y aurait la guerre? Ce deux camps différents. Donc à la rigueur, peut-être que c'est une lutte de pouvoir. Je vais avoir plus de terrain, comme avec les États-Unis et la Russie, peut-être. Donc il y a cette situation, mais peut-être que ça c'est une chose intéressante quand vous parlez de guerre, que nous sommes en guerre, nous actuellement. Donc nous sommes en guerre et que cette guerre nous touche tous et nous rend tout à fait très instables. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes d'une manière ou d'une autre, même si nous sommes contre, nous participons à toute cette situation. Donc peut-être qu'après c'est une répercussion entre la psychanalyse et la psychologie. Mais je ne sais pas s'il y a une guerre entre la psychanalyse et la psychologie, puisque comme je dis, ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir. Mais qu'il y a peut-être la guerre entre certains psychanalystes et certains psychologues, parce que la psychanalyse et la psychologie ne peuvent pas être en guerre. Donc ce sont les personnes qui interviennent pour la bagarre, on va dire. Donc on va commencer par faire référence un petit peu à cet élément qui est si important dans notre vie, que j'ai déjà eu la possibilité ou l'opportunité de souligner, c'est notre première dépendance. Notre première dépendance dans notre vie, où nous sommes tous rentrés sur ce terrain de la dépendance que nous n'abandonnerons jamais plus, qui est la dépendance à notre maman, ou à la personne qui s'est occupée de nous, la personne qui a fait le travail de s'occuper de nous, puisque comme nous savons, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'occupait de nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir cette personne qui nous a donné à manger, qui nous a bercés, qui nous a couverts pour que nous ne mourions pas de froid, et à laquelle en plus, parce que ça c'est une autre chose, nous avons remis notre vie dans ses mains pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de nous. Et c'est à partir d'hypnose que la psychanalyse a été découverte. Non, c'est pas à partir de l'hypnose que la psychanalyse a été découverte, sinon que ça a été le processus. Freud est passé par l'hypnose, c'est un instrument qu'il a utilisé pour ensuite le rejeter, comme quoi c'était un instrument
qui avait des failles, qui avait de nombreuses failles pour avoir accès à l'inconscient. Donc, je disais, pour revenir à cette première dépendance qui est très importante parce que, comme vous le savez, nous sommes l'animal qui dépend le plus longtemps de ses progéniteurs, ou de ceux qui vont faire la fonction des parents, non on n'avait pas le choix, c'est aussi cette personne qui a dit oui, mais on n'a pas le choix, mais n'empêche qu'on vit dans des mondes, non, on n'a pas le choix d'avoir les parents qu'on a eus, on n'a pas le choix d'avoir les frères et sœurs qu'on a eus, on n'a pas le choix d'être né là où on est né, mais nous devons savoir que nous faisons partie de tout ça, non, que nous faisons, qu'on le veuille ou non, donc bien sûr qu'on n'a pas le choix, mais nous sommes là et nous sommes nous faisons partie de ça, de la société dans laquelle nous vivons. Même ceux qui essayent de vivre en ermite, de s'éloigner, nous faisons partie de cette société, que l'on veuille ou non qu'elle soit, et que actuellement, en plus, nous avons face à nous la vision d'une société décadente, complètement décadente. Donc, je reviens à cette dépendance, donc qui n'est pas anodine ni anecdotique, sinon que c'est celle qui va nous faire comprendre dès le départ qu'on a besoin des autres, que sans les autres, il est impossible, complètement impossible de vivre. Et que cette dépendance avec la mère, ma femme est psychologue, elle m'a appris beaucoup de choses sur... Donc, on va dire que la maman a tendance, donc le bébé, l'enfant tout jeune, a tendance à voir sa mère comme quelqu'un de fabuleux, qui se mariera avec elle quand il sera plus grand, donc quand il est tout petit, parce que je sais qu'après c'est pas tout à fait le cas, et qu'en fait, donc ce qui est important aussi à voir, c'est qu'il y a toute cette première période de dépendance, Michel bonsoir, où on va voir que ces personnes qui s'occupent de nous sont extraordinaires, mais pas parce qu'ils sont extraordinaires, bonsoir Catherine, sinon parce que nous ne pouvons rien sans eux. C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que nous allons mettre des étoiles sur ces personnes, les rendre beaucoup plus formidables qu'ils ne le sont. Mais pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien. Donc ils ont la capacité de satisfaire absolument tous nos besoins, parce que tout seul on ne pourrait pas. Donc ils nous sauvent vraiment la vie quand ils s'occupent de nous, plus que quand ils nous mettent au monde. Sinon, quand ils vont s'occuper de nous, ils vont faire tout ce travail pour que nous puissions avoir la possibilité d'avoir, bonsoir Florence, une vie. Donc, c'est pour ça que les caractéristiques pour l'enfant de penser que sa mère le peut tout, parce que vraiment c'était comme ça pour lui, sa mère peut tout puisque lui il ne peut rien, et bien évidemment, il y arrivera un moment où il faudra qu'il réajuste toutes ces caractéristiques, toutes ces fabuleuses connotations qu'il mettait sur sa mère, et d'Allah le bonsoir, pour réajuster, pour voir que sa mère, c'est pas cette mère fabuleuse qu'il avait vue, sinon que non, c'est un être humain qui a plein de difficultés comme tout le monde, ou qui a certaines difficultés, qui arrive à faire les choses et qui a fait des choses le mieux qu'elle a pu. Le mieux qu'elle a pu, on peut penser ça dans toutes les situations, parce qu'elle aussi, elle a été élevée, elle aussi, elle a eu des parents, bref. Sortir des illusions. Donc on va commencer à dire, mais c'est plus que sortir des illusions, Olivier, c'est plus que sortir des illusions dans le sens où ça va être réellement, on va dire, on dit qu'il va falloir castrer la mère, et castrer la mère, c'est-à-dire lui enlever tous ces attributs qu'on lui avait mis, montrer que non, c'est une mortelle comme tous les autres. Même ma mère, c'est une mortelle. L'autre est à la fois, ça va trop vite, Sylvie, bonsoir, Nadia, bonsoir, on est image et objet de naissance de désir. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore de désir, non? Chez l'enfant, il n'y a que le besoin, le désir, il va falloir le produire. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ce que va nous montrer en fait la psychanalyse va nous montrer que, et les couples d'hommes, c'est la même chose. Donc la psychanalyse, la discipline psychanalytique, elle va s'occuper justement de ce passage. Non? Oui, le mieux qu'elle a pu. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les cas, Hélène. Mais bon, on va penser ça.
Non, on va penser ça. Donc, mais la discipline psychanalytique, elle va donc s'occuper précisément de ce passage. Et on dit que ce passage qui est indispensable par lequel nous allons tous passer, tous, et pour nous construire comme être humain. C'est-à-dire que nous allons passer de ce passage de l'animalité, vous étiez un petit animal, un petit bébé, un petit animal qui savait rien, qui avait besoin qu'on s'occupe de lui, non, qu'on s'occupe de lui. Et pourquoi? Pour avoir accès à la civilisation, pour avoir accès au langage. Non, parce que c'est lors de ce passage que va se fonder l'inconscient. C'est-à-dire que nous ne naissons pas avec un inconscient, sinon que nous allons devoir le fonder l'appareil psychique, qui va devenir, moi de même Farida, qui va devenir donc le concept central de la théorie psychanalytique. Et l'inconscient, en fait, il va se produire, il va se fonder lors de la première répression, ce qu'on appelle la répression primordiale, ou le refoulement primordial, comme vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une répression qui va fonder l'appareil. C'est-à-dire qu'il va diviser pour toujours, et qui va diviser pour toujours, ou qui va produire plutôt l'inconscient, la conscience. Non, dans un premier temps, on va dire qu'il va y avoir l'inconscient, le préconscient et la conscience. Donc à partir de cette première, on va dire à partir de cette première répression primordiale, l'enfant va se retrouver avec un appareil psychique, non, qui va pas se fabriquer d'un jour à l'autre, sinon que c'est quelque chose qui va se fabriquer petit à petit, non, avec ses relations, donc principalement avec ses parents. Et que c'est à partir de la production donc de cet appareil que la véritable histoire, non, la répression primordiale, c'est quand en fait on va oublier tous, on a tout oublié, tous oublié toute cette première partie de notre enfance. Nous ne nous rappelons plus de notre naissance, nous ne nous rappelons plus quand on avait 3 mois, quand on avait 9 mois, quand on avait 1 an. Bon, alors, il y en a quelques-uns qui peuvent avoir certains souvenirs. On ne sait pas si c'est le souvenir de l'enfance, le souvenir qu'il a écouté, qu'on lui a raconté que quand il avait 2 ans. Donc après, c'est assez flou. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de nos premières passions. Parce qu'en fait, ce qu'on va réprimer, ce qu'on va refouler, ce sont nos premières passions. Pourquoi? Parce que pour nous civiliser, nous allons devoir passer par ce processus. Donc, qui est un processus particulier qui appartient à l'être humain. C'est-à-dire que ces passions, quand on va dire que c'est la répression, ça veut dire que c'est pas quelque chose que nous allons oublier. C'est pas un oubli, sinon que c'est directement une répression. C'est-à-dire que c'est un élément qui va passer à un autre stade. Et en plus, cette répression, ce refoulement, donc qui était primordial, qui a fondé ensuite l'amnésie infantile. Et qui va ensuite faire référence à ce mécanisme de répression. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'ensuite la répression va devenir un mécanisme, Sandra, bonsoir, de l'appareil. C'est-à-dire que la répression va continuer à fonctionner, elle va toujours être là et participer, et la répression va se mettre en marche à chaque fois que d'une manière ou d'une autre, il y arrive un élément dans la vie du sujet, dans la vie psychique ou dans sa vie consciente, on va dire qu'il arrive un élément, je vous ai écouté, je n'ai pas vu, quels sont les arguments de Freud pour justifier l'existence de l'inconscient? On va voir ça, Mustapha. Donc, on va voir que... bonsoir Mireille. Donc, on disait que cette répression, qui va devenir donc un mécanisme de l'inconscient, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, qu'il y a quelque chose qui apparaît dans le sujet, et qui va être d'une manière ou d'une autre en association avec ce premier matériel réprimé, poum, il va passer à la répression. Paola, bonsoir. Chris, bonsoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va être en contact. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, on va dire, un travail qui se fait, le névrosé, par exemple, qui a tendance à réprimer, puisque de nombreuses idées qui lui apparaissent sont intolérables, donc ce qu'il fait, c'est qu'il réprime. Et au plus il réprime, au plus il réprime, au plus il y a du matériel qui se réprime. D'accord? Donc, mais bon, ça c'est un autre... Et donc, il y a un autre élément, on va dire, qui va être intéressant quand on parle de la répression, c'est que, je vais faire un cours, pour ceux qui sont intéressés,
pour étudier de façon plus approfondie la répression, le refoulement. On va faire un cours que je vais informer là dans pas longtemps. Bon, donc la psychanalyse, bien évidemment, nous a révélé que, que l'essence du processus de la répression, ce n'est pas de supprimer ou de détruire des éléments. Elle ne détruit pas l'élément, sinon que c'est une idée qui va devenir inconsciente. Et en fait, le travail analytique, c'est le contraire de la répression. Puisque la répression, en fait, elle va réprimer à chaque fois plus, parce que au plus il y a des idées qui vont être en contact avec le matériel déjà réprimé, elle va continuer à réprimer. Et le travail analytique, ça va être l'inverse. C'est pour ça que c'est un travail qui est désagréable. C'est qu'il y a des jours, on n'a pas envie d'aller à la séance, on va encore devoir. Pourquoi? Parce que on peut se retrouver avec du matériel dont on ne veut rien savoir. Mais qu'au lieu de réprimer, on va en parler. On va avoir la possibilité d'en faire autre chose. Non? Donc, un gourou. Ah bah j'ai bien la tête d'un gourou, dit Claude. Bon, en tout cas. Et donc, je disais que ce matériel va devenir, donc Amira, bonsoir, va devenir inconscient. C'est-à-dire que la conscience ne va plus avoir accès à ce matériel. Quand nous disons qu'une idée est devenue inconsciente, c'est-à-dire que nous ne savons rien d'elle que par ses effets. Sonia, bonsoir. Non, parce que comme Moustapha disait, on sait que l'inconscient, va nous dire Freud, on sait que l'inconscient existe par ses manifestations dans la conscience. Simplement, que nous avons des lapsus, que la psychanalyse explique, que nous avons des oublis, que la psychanalyse explique, que nous avons des actes manqués, que la psychanalyse explique, que nous avons des rêves, que la psychanalyse explique. Et tout ça, ce sont des phénomènes. Et si on réprime, c'est que c'est utile. C'est utile parce que le sujet ne supporte pas. D'accord? Donc le sujet ne supporte pas certaines idées qu'il a. Donc il réprime ses idées. D'accord? Il réprime ses idées. Mais ça, c'est pas la solution. Parce que c'est que des idées. Bon, enfin bref. Enfin, voir le sujet sur la répression. Donc que tout ce qui est réprimé, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de voir que tout ce qui est réprimé, donc, va s'installer dans l'inconscient. Et que c'est cet inconscient dont s'occupe la psychanalyse. La psychanalyse va s'occuper de cette partie de l'inconscient qui est l'inconscient réprimé. Après, l'inconscient est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choses, on va dire, dans l'inconscient. Mais la psychanalyse ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que la psychanalyse va s'occuper simplement de ces premières passions infantiles qui ont été réprimées. Pour le dire d'une manière, on peut le dire de nombreuses autres manières, mais on va le dire que c'est ces premières passions infantiles. Pourquoi? Parce que elles ne permettaient pas d'entrer, ces passions infantiles ne permettaient pas d'entrer dans la cité pour commencer sa civilisation. Que nous avons dû renoncer à ces premières passions infantiles en les réprimant pour pouvoir rentrer et que la porte du monde s'ouvre. Si je reste amoureux de ma mère toute ma vie, je ne vais pas avoir la possibilité d'avoir d'autres femmes. Je suis amoureux de ma mère. Donc les autres femmes, c'est comme si les autres femmes m'étaient interdites. Alors que si je renonce à ma mère, toutes les autres femmes sont une possibilité pour moi. Tous les hommes. C'est-à-dire va falloir renoncer à ces passions infantiles pour pouvoir avoir accès au monde. Alors, comment on va arriver à rendre conscient l'inconscient? Parce que la seule manière d'avoir accès à l'inconscient, c'est de le rendre conscient. Parce que c'est la seule manière que nous avons dans l'inconscient, nous n'avons pas accès. Donc le matériel qui est inconscient pour nous. Nous ne connaissons que ses effets dans la conscience. Parce que ce que j'ai oublié, c'est qu'il y avait les symptômes aussi qui sont des productions. Qui sont des productions. C'est-à-dire que on dit que ce sont des phénomènes qui ont alors il y a 12 nouveaux commentaires. La répression entraîne la névrose, on va dire que quand on abuse de ce mécanisme, à chaque fois qu'on abuse d'un mécanisme, on va dire, sauf de la sublimation, mais sinon, à chaque fois qu'on abuse d'un mécanisme, parce que la possibilité de l'être humain avec son appareil, c'est de pouvoir utiliser tous les mécanismes de l'appareil. Mais quand on réprime beaucoup, on a de grandes difficultés à sublimer. Donc, je disais que pour rendre conscient
tout ce matériel dont nous ne savons rien, qui sont... non, ça ne s'imprime pas. Non, non, c'est pas une impression. Non, c'est pas quelque chose qui va, parce que ça continue à vivre. Ce qui est réprimé va s'installer dans l'inconscient et va continuer à vivre. Mais cette fois-ci, elle va continuer à vivre sans que la conscience ait accès. Non, parce que quand ce sont des idées qui sont conscientes, que je peux en parler, j'ai accès à ce matériel. Par contre, quand l'idée est réprimée, qu'elle devient inconsciente, je n'ai plus accès. Je ne peux plus rien faire. Je suis soumis, complètement soumis au mouvement, non, de ces pulsions. Fatia, bonsoir. Donc, pour avoir accès, je disais, à ce matériel, donc nous avons les effets qui vont arriver, qu'on appelle made in inconscient, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués, on va dire, sur le terrain de l'inconscient, mais qui vont passer par des déformations pour arriver dans la conscience. Parce que le lapsus, pour le comprendre, il va falloir l'interpréter. C'est l'interprétation psychanalytique seule qui est l'inconscient conscient. Donc c'est grâce à l'interprétation que nous allons pouvoir transformer une idée inconsciente en consciente. Et pour ça, il faut un travail. Parce que ce que va nous montrer Freud, c'est que tout ce matériel qui est réprimé, le sujet ne veut rien savoir de ça puisque c'est réprimé. Vous imaginez, c'est pas qu'il a oublié, c'est pas que... Non, non, il est réprimé. Donc, on va lire. Donc, il y a... alors, attendez, on va faire un petit truc, là, par contre. Donc, parce que ce qui est intéressant, on va dire, on va dire, ce qui va être intéressant ici de voir, on va voir, pardon. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que avec cette répression, donc je disais que le matériel n'était plus accessible et que l'interprétation, ça va être celle qui va permettre d'avoir accès à ce matériel. Mais pour ça, ça ne peut pas se faire de but en blanc. Parce qu'en fait, c'est comme caché, tout ce matériel, il est caché sur le sujet. Le sujet, il ne les connaît pas. Donc on ne peut pas arriver en plein et interpréter le sujet directement, parce que sinon, Simona, bonsoir, c'est une agression totale. C'est pour ça que les psychanalystes non plus ne peuvent pas aller interpréter à droite à gauche, n'importe quoi. C'est une agression. On n'interprète que dans un cadre analytique, et en plus, quand le patient, on dit qu'on va interpréter le patient pour l'aider en fait à terminer sa phrase, pratiquement. C'est-à-dire que il est en train, on voit que le psychanalyste va se rendre compte, on va dire, c'est pas se rendre compte parce qu'il se rend pas compte, sinon parce que c'est quelque chose d'inconscient aussi pour le psychanalyste, c'est qu'il va y apparaître une phrase qui va apparaître et dans le sens où le patient était, bonsoir Diaz, qui était prêt à s'en rendre compte. On va dire que le patient était prêt à s'en rendre compte. Et donc on l'aide un petit peu, on va dire. On l'aide un petit peu à lui montrer ce matériel. Non, à franchir la porte pour que ce matériel puisse redevenir ou devenir conscient. D'accord? Mais qu'on ne peut pas, parce qu'il y a certaines situations, par exemple, le patient, à la première séance, il vient, il explique sa situation et on voit de quoi il s'agit. On voit quelles sont les entraves, les difficultés du sujet et on voit ce qui lui arrive. Mais on ne peut pas lui dire. Il va falloir réaliser un travail. On ne peut pas savoir ce qu'est une psychanalyse si on ne fait pas soi-même une psychanalyse. Donc, effectivement, Rachid, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire le travail. Ce qu'on peut avoir, c'est une approche théorique, avoir une idée. Mais avoir une idée sur une approche théorique, ça n'a rien à voir avec, bien évidemment, de passer soi-même dans la forêt, d'avoir les égratignures, etc., que de regarder une vidéo de la campagne. Vous voyez, même ce n'est pas comparable à ça, non? Ce n'est pas comparable à ça parce que la particularité, Sabrina, bonsoir, la particularité, pourquoi ne pas lui dire si... Mais c'est pas qu'il demande, sinon que lui, il vient, il expose ce qui lui arrive, parce que c'est une agression, mais il faut penser que tout ce matériel est réprimé.
Et pourquoi il est réprimé? Parce que le sujet ne veut rien savoir de ses caractéristiques, ne veut rien savoir, non? Mohamed, bonsoir, ne veut rien savoir de ses désirs sexuels, de certains de ses désirs sexuels, ne veut rien savoir de son hostilité, de son agressivité, des sentiments qu'il considère qui ne sont pas appropriés pour sa vie. Donc, si on arrive et on lui raconte tout ça de but en blanc, il va dire, celle-là, elle est folle. Pourquoi? Parce que ce qui est réprimé, la partie, c'est comme s'il ne nous appartenait pas. Donc c'est comme si on dévoile ce matériel à l'autre sans qu'il y ait tout ce travail d'approche, ben on va dire, il ne reconnaît pas ce matériel comme quoi ça lui appartient, de qui elle parle. Hein? De qui elle parle pas de moi. Donc c'est pour ça qu'il y a le besoin de petit à petit, puis qu'en plus, ça se fait petit à petit pour une idée, pour une autre idée. Non, c'est pas que tout d'un coup on ouvre les portes, on dit allez, découvrir ce qui s'y passe. Et en plus, sauf que dans les rêves. Comment? Donc on va voir, parce que l'interprétation, on dit que c'est l'interprétation, que c'est, après Freud il va parler, il va dire c'est pas simplement une interprétation, sinon que c'est une construction. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, mais bon, ça c'est plus complexe, ce qui va se passer dans une analyse, c'est qu'il va y avoir la construction de désirs, c'est-à-dire que le patient se présente avec, non, c'est toute sa vie qu'il va présenter, qu'il va raconter, qu'il va nous confier, non, ses difficultés, ses souvenirs, ses rêves, etc. Et qu'après, à partir de là, nous allons construire, interpréter pour construire une histoire de désir, pour montrer quels étaient les désirs qui soutenaient toutes ces situations. Hein. Et donc, mais pour ça, il faut que le sujet, il fasse dans les rêves, l'inconscient est là. Non, dans les rêves, oui, mais pas quand le sujet en parle. Quand le sujet en parle, il n'y a pas d'inconscient. Tout ça, il y a eu une grande transformation. S'il ne s'en rappelle plus, s'il n'est pas capable de répéter 2 fois la même chose sur le rêve, non, il y a plein d'oublis, il y a des fractions. Des fois, même s'ils sont super bien racontés, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'élaboration secondaire, qui est le dernier travail que va faire l'inconscient pour passer avec des mots. Parce que dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Il faut transformer ce matériel psychique pour qu'il devienne conscient. Exactement. D'accord? C'est-à-dire que c'est le rêve, c'est la voie royale de l'inconscient. C'est-à-dire c'est la manière dont l'inconscient va utiliser, mais il y a tout un travail qui va être fait pourquoi? Pour quand le sujet va le raconter. Et que le rêve que le sujet raconte, ce n'est pas le rêve qu'il a rêvé. Vous le savez bien. On n'a jamais été capable de raconter le rêve qu'on a rêvé. On sait très bien que non, mais c'est pas ça. Puis en plus, je suis pas sûre si c'était lui, si c'était pas lui. Alors peut-être, je crois que j'étais là, mais peut-être que j'étais ailleurs, et puis ça me rappelle. Non. Donc que le rêve, c'est une production de l'inconscient, mais ce qu'on va en dire, alors là, il y a une grande déformation, non? Il y a une grande déformation. Comment Freud a su qu'on ne racontait pas le rêve qu'on a fait? Posez des questions. Parce qu'il s'est rendu compte que pour de nombreuses choses, il s'est rendu compte. Non? Parce que c'était pas simplement le rêve. Freud, il s'est pas intéressé au rêve pour s'intéresser au rêve. Il s'est intéressé au rêve pour démontrer, pour présenter sa théorie analytique, pour présenter l'inconscient, pour présenter le concept d'inconscient, avec un phénomène qui appartient à tout le monde, parce que tout le monde nous rêvons. Et il a parlé des rêves avec l'interprétation des rêves pour montrer que notre appareil psychique, il n'appartient pas spécialement aux patients, aux malades, aux gens qui produisent des symptômes. Que l'appareil psychique, il appartient à tout le monde. Que les personnes saines ou les personnes qui névrosées, on va les appeler, non, produisent des lapsus, des oublis, des actes manqués. Et c'est pas parce qu'on produit beaucoup de lapsus qu'on est plus névrosé. Non, ce n'est pas la marque. Ou quand on fait beaucoup de rêves, ça veut dire non. Non, ce sont des productions. Les symptômes, ça c'est autre chose. Bon, et les symptômes, ce sont des obstacles à la réalisation de notre vie. Non, c'est quelque chose qui vient freiner le développement. Peut-on dire que ce qui n'est pas conscient n'a pas été symbolisé? Mais je dirais que ce qui est dans la conscience n'a pas obligatoirement été symbolisé.
que la symbolisation, c'est aussi un processus. Hein, que je veux dire qu'il y a des gens qui ont la capacité du langage, qui parlent, mais que quand ils disent besoin, ils pensent à une seule chose et que le besoin est collé à quelque chose. Quand ils disent téléphone, ben, ils voient téléphone et on dit que la chose est collée au mot. Donc il n'y a pas de symbolique. Hein, que le processus de la symbolisation, c'est pouvoir se séparer. Donc que d'un côté il y a le mot et de l'autre côté il y a de multiples sens. Et que le mot que j'utilise va dépendre de la situation dans laquelle je vais le placer, dans la phrase dans laquelle je vais le placer, dans le contexte dans lequel je vais le placer, ce que je vais en faire, et pas de la définition du dictionnaire. D'accord? Donc, symboliser, c'est, on va dire que c'est en relation principalement au langage, hein, et le pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, le phallus, ils pensent que le phallus, c'est le pénis. Alors, la symbolisation, non, le phallus, ça n'a rien à voir avec le pénis. Alors absolument rien, comme si le phallus appartenait aux hommes. Rien, c'est un symbole, le phallus. Donc, la symbolisation, ce n'est pas obligatoirement la conscience. Les actes manqués, ça c'est joli, hein, les actes manqués. Donc, un acte manqué, ça veut dire, tiens, j'ai un inconscient. J'ai un inconscient, simplement. Que je vis dans deux réalités. Et il y a l'inconscient là qui a parlé, qui a voulu s'exprimer. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que ça s'est transformé. Hein? Parler pour que je te vois. Phallus, c'est la puissance. Mais non, la phallus, c'est pas du tout la puissance. Alors, je ne sais pas de quel phallus vous faites. Non, parce qu'aussi, il y a ça. On parle de phallus, mais dans la théorie psychanalytique, le phallus, c'est quelque chose de précis. Le phallus, c'est quelque chose, non, qui a, comme quand on parle de l'inconscient. Il y a de nombreux inconscients, mais l'inconscient freudien, c'est quelque chose qui a été bien défini. Quand on parle de la répression de refoulement, c'est quelque chose qui a été bien défini dans, on va dire, dans le cadre analytique, psychanalytique. Et quand on fait des rêves prémonitoires, ah, ça c'est intéressant, hein, les rêves prémonitoires. Quand on fait des rêves prémonitoires, il faut voir si ce sont vraiment des rêves prémonitoires. Hein, parce que là, c'est... Donc vous voyez, là, c'est une manière de penser que la science n'existe pas. C'est un rêve prémonitoire, donc la science n'existe pas, sinon que moi j'ai des pouvoirs. Ah, c'est quoi le phallus pour Freud? Ça, c'est un autre sujet. Donc, on va continuer, on va dire, on va continuer un petit peu. Donc, et donc, l'interprétation signifiant du manque, c'est plus en relation avec sa Marie-Thérèse, exactement. D'accord? Donc, phallus, il est toujours là, il doit être là dans les relations, c'est celui qui va organiser les relations. C'est un élément qui va organiser les relations. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir toucher. Désolé. Donc, on va dire que dans le travail analytique, ce qu'il va faire, c'est de pouvoir traduire, en fait, traduire ce langage que présente donc la formation de l'inconscient. Mais il va pouvoir le faire quand il y a toute l'association libre qui vient avec. Parce que ce n'est pas que je raconte mon rêve, et après je viens et je dis, non, je raconte mon rêve et je dis, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il va falloir qu'il y ait toute l'association libre derrière pour qu'il y ait la possibilité d'une interprétation. De la même façon avec les symptômes. C'est pour ça que l'association libre, c'est vraiment pouvoir parler librement sans avoir peur de ses propres phrases. Parce que là, l'association libre est difficile parce qu'on a peur de nos propres phrases. De dire quelque chose que j'ai jamais écouté. Hein? De dire une phrase moi. Donc, on fait attention aux phrases, on fait attention à bien utiliser les mots qu'on veut, etc. Mais ça, c'est pas l'association libre. Hein? Pouvoir parler, je veux dire qu'on a le droit, pas de phallus pour Fallette. Ok, et donc, on a le droit de se tromper, on a le droit de se dédire, on a le droit de dire, de revenir en arrière, on a le droit de dire, ben non, je t'avais dit ça, mais en fait, je peux plus, non, que je veux dire que le langage a ses possibilités. Les actes, non. Quand je suis passée à l'acte, alors là, l'acte, après, il faut refaire tout un travail, non, pour transformer mais avec les mots. Et pourtant, on est avec nos mots, on fait attention, non, on fait attention à ne pas dire, à pas faire, non, alors on dit c'est pour ne pas choquer l'autre. Non, non, c'est pour ne pas se choquer soi-même. Inconscient est structuré comme un langage. L'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire, Rachid, qu'il utilise les mêmes mécanismes, l'inconscient, il utilise les mêmes mécanismes
que les mécanismes du langage, c'est-à-dire la métaphore et la métonymie. Hein, la métonymie et la condensation. Non, la métaphore et la condensation. Donc, on va voir que c'est pour ça que dans le travail analytique, il va falloir vaincre ces résistances, vaincre les résistances pour voir le matériel, on va dire, qui se cache derrière la répression. C'est comme si c'était ça, non? Le matériel qui se cache derrière la répression. Mais quand on va voir ce matériel qui se cachait derrière la répression, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'en fait, c'est un matériel qu'on s'est caché à soi-même. Non, que la difficulté, c'est ça, c'est qu'il y a des choses que je ne veux pas savoir de moi. C'est pour ça que je ne me permets pas de parler librement. Que l'être humain, ce dont il a le plus peur, c'est de ce qu'il est capable de dire, de ses propres mots, de ses propres phrases. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Hein? Donc Freud va dire que l'existence de l'inconscient est nécessaire et légitime. Et en plus, nous avons de multiples preuves de son existence. Et il va nous dire, donc, comme je disais, que l'existence, on va le savoir, donc principalement avec tous ces phénomènes qui apparaissent et qu'on ne peut pas expliquer sans l'instrument psychanalytique, mais qu'en plus, on va voir que notre conscience, en fait, elle est super limitée. Donc, quand vous voyez, quand on a la capacité, l'image symbolique, donc, quand on a la capacité, donc, la conscience, comment on va dire, par exemple, la conscience, elle ne voit que, si vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Non? On ferme l'image, on dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? On va être capable de dire très peu de choses. Pourtant, si on se laisse parler, notre inconscient a vu beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus ample. Il a une capacité beaucoup plus ample. C'est pour ça que ne pas réprimer, parce qu'on ne va pas voir grand-chose, parce qu'on a réprimé. Alors après, dans certains... Non, on le voit par exemple dans les patients qui viennent en consultation, non, ils rentrent, ils vont choum, là sur le divan directement. Ils ne voient rien de ce qu'il y a autour. Ils vont à leur histoire, ce qui les intéresse. Non, ils vont comme ça. Et puis tout d'un coup, ils disent, ah mais vous avez changé les rideaux. Non, ça fait 3 ans que j'ai changé les rideaux. Donc, que notre conscience, elle est super limitée. Elle est super limitée. Donc c'est pour ça qu'on va dire que l'inconscient, nous savons qu'il y a un inconscient. Non, un inconscient qui est, par exemple, pour faire référence au rêve prémonitoire. Non, Freud il raconte une anecdote qui est très intéressante, où il dit qu'il était en train de se promener dans la rue, et que tout d'un coup, il a rencontré des gens. Hein, et il a dit, justement, j'étais en train de penser à vous. Et en fait, lui-même, il va s'interpréter, il va se rendre compte, Soumeya Bonsoir, il va se rendre compte de ce qui lui est arrivé. Il dit non, c'est que de loin, ma conscience ne les a pas vus, mais moi, je les avais vus. Donc, il y a cette vie parallèle. Je les ai vus de loin sans que ma conscience s'en rende compte. Non, on ne peut pas laisser parler l'inconscient. L'inconscient, il va falloir l'interpréter. Ce qu'il va falloir, c'est donner une liberté à notre parole. À notre parole. L'inconscient, dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Donc on ne va jamais pouvoir laisser parler l'inconscient. Ce qu'on peut, c'est arrêter de réprimer autant, arrêter de censurer autant, de pouvoir se laisser parler, même si on dit des conneries de temps en temps. Hein? Je veux dire que l'apprentissage, regardez les enfants, comment ils font pour apprendre. Ils se trompent, ils font des conneries. Non, l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher, c'est fabuleux, parce qu'en fait, c'est ça notre situation. Bon, après, il y a une autre partie de ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, pour faire référence un petit peu à cette qu'est-ce que la psychanalyse. Alors, bien évidemment, j'ai vu que c'était un titre, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce titre d'ailleurs, mais si on fait référence, Freud, il va nous parler du travail analytique, et il va nous parler du travail analytique. Non, sous l'hypnose, l'inconscient ne parle pas non plus, Sandra. C'est la conscience. Ou alors, je ne sais pas de quel inconscient vous parlez. Hein? La synchronicité serait des manifestations de l'inconscient. De quel inconscient vous parlez? Non? Dans quel parce que on va dire, si on parle de la neuroscience, c'est une autre théorie. On ne va pas tout mélanger. La neuroscience, elle parle très certainement qu'il y a des mécanismes inconscients, mais ce n'est pas l'inconscient freudien. Synchronicité et de l'accès au divin. Alors vous voyez, non?
Alors, l'accès au divin, ça, c'est pas très scientifique. Hein. Donc, Freud, il va nous parler dans un texte qui est super intéressant, qui va nous parler du travail analytique, et il va nous dire que normalement, quand on travaille avec une discipline qui n'est pas très connue, non, qu'il y a de nouvelles, on va prendre l'art-thérapie par exemple, on va le prendre, qui n'est pas très connu, il faut expliquer en disant, vous allez voir, donc c'est ça un petit peu ce qu'on fait, ça se passe comme si, vous allez voir, ça se passe très bien, et puis qu'en plus, les bénéfices sont formidables, et on va, et Freud il dit que dans ces nouvelles on va dire, quand on va faire référence, on va dire, à une discipline que le public ne connaît pas bien, ben, on va avoir tendance à montrer la facilité, non, de montrer la facilité d'accès au travail qu'il va falloir réaliser. Et il dit, et qu'on fait bien de le faire comme ça, parce qu'effectivement, il faut, pour faciliter, parce que si on dit à l'autre bah, que c'est facile, il va pas aller chercher les difficultés. Non, a priori, on m'a dit que c'était facile, donc j'y vais. Il dit, mais avec la psychanalyse, c'est pas possible. Non. Il dit qu'avec la psychanalyse, alors c'est pas qu'on ne peut pas mentir, sinon qu'il est préférable, il dit, de parler de toutes les difficultés. Directement, il dit, il est préférable de montrer que, en fait, justement, il y a toute une partie de nous qui va s'opposer au travail analytique, même si c'est nous qui faisons toc-toc, qui voulons avoir accès et à la réalisation de ce travail, il y a une partie de nous qui ne va pas être d'accord et qui va s'opposer. Et que ça, tout au long du travail analytique. Non. Et il dit qu'il est préférable donc de dire au patient que nous ne lui promettons rien, que nous ne savons pas si nous allons pouvoir obtenir des résultats et que le succès va dépendre de son comportement et que nous ne savons pas d'avance comment il va accepter tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est une question un petit peu d'acceptation. Tout ce qu'il va devoir, par lequel il va devoir passer, il dit, il faut... non, c'est la répression, on va dire. Pourquoi c'est le surmoi? Il n'y a pas que ça. Mais on va voir que... il dit que donc on ne peut rien lui promettre. On va lui dire que tout dépend de son comportement, de son intelligence, de son obéissance et de sa soumission au conseil du psychanalyste. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose de très dur, parce que déjà dire soumission au conseil du psychanalyste, c'est-à-dire que je dois avoir confiance. Que si je n'ai pas confiance, oui, il y a des patients qui pensent que le psychanalyste, il m'a dit ça parce que ça lui convient. Il lui a dit ça, non? Ou qui pense que le psychanalyste, Pourquoi? Pour rejeter les indications. Mais quand je rejette les indications, les conseils, les indications du professionnel, à la rigueur, je dois aller analyser pourquoi je les rejette. Qu'est-ce qui se passe là? Je dois aller analyser. Il m'a conseillé de Mais pourquoi je rejette ça? Pourquoi je ne l'accepte pas? Non, pourquoi je vais batailler contre cette idée? Parce qu'en fait, c'est une idée. Et premièrement, comme on dit, les conseils ou les indications du professionnel, c'est toujours que des conseils, que des indications. Ouais, mais Freud, il parle là des conseils du psychanalyste. Bien sûr que ce n'est pas un conseiller, mais on va dire, non, Olivier, que quand on voit que le patient est en train de mettre... parce que des fois, le patient, il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. D'accord? Le patient, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Donc, on a besoin de lui dire, ça ne vous convient pas. Ou au contraire, ce qui vous convient, c'est par là, regardez. Que vous ne le voyez pas, mais c'est par là. Non? Alors, je veux dire qu'il y a des pas où... il y a des choses, il faut montrer au patient qu'il y a des choses ou qu'il va répéter. Après, c'est lui qui décide, on ne va pas intervenir sur ce qu'il a décidé, c'est lui qui décide. Mais il y a des choses où notre rôle, c'est de faire référence un petit peu à certaines situations. Voilà, je soulignais, regardez, là, vous êtes en train de vous mettre dans la gueule du loup. Faites ce que vous voulez, mais moi je vois que vous êtes en train de vous mettre dans la gueule du loup. Bon, après, on ne va pas intervenir sur ces choix de la vie quotidienne, sur ses amours, non, on ne va pas intervenir. Non? Et puis en plus, on va intervenir quand il y a déjà une relation qui est établie.
Hein, tu vois, Stéphanie, elle dit, ce n'est pas sûr que le psy ait raison sur tout. Donc, là, parce que si je pense que le professionnel, c'est une personne comme moi, hein, alors ce n'est plus un professionnel. Je suis en train de lui dire, il est névrosé comme moi, il n'y a pas hein. Donc, et non, c'est pas une personne comme moi, c'est pour ça que je l'utilise. Je l'utilise parce que c'est pas une personne comme moi, en tout cas quand il travaille. Vous croyez que, non, que je veux dire que c'est quand on travaille, et les travailleurs, ils savent qu'ils oublient tout quand ils travaillent, ils oublient. Ils oublient leur vie pour pouvoir travailler. Et ils utilisent les instruments. Donc, ils n'ont pas raison. De toute façon, après, je vous dis que le patient, même s'il se rend compte que le psychanalyste, il a raison, il s'agissait de raison, parce qu'il ne s'agit pas de raison, il s'agit de convenance, de quelque chose qui convient au sujet. Non? Et même, il y en a qui disent, oui, vous avez raison, mais je ne sais pas le faire. Oui, je sais que ça me conviendrait, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'ils me le disent, sinon que nous devons savoir qu'il convient. Et ça, c'est une position, donc, comme on disait, c'est très dur. D'accord? D'avoir ce comportement et on va dire cette intelligence. Parce que si j'utilise un service et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il me dit et que ça ne me convient pas, je le jette, ben, c'est pas un service. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Si à la fin, je finis par utiliser à faire mes idées. Non? Donc, bien sûr, après, on critique la psychanalyse, on dit non, non, c'est nul. Non, attention. Vous n'avez pas accepté les interprétations qu'on vous a faites. Vous les avez rejetées. Donc, obligatoirement, après, hein, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut rien imposer à l'autre. C'est pour ça qu'effectivement, le psychanalyste, c'est pas un conseiller. Et en plus, de toute façon, même s'il conseille, on ne peut rien imposer à l'autre. Rachid dit que l'analyste entend le dit derrière le dire de l'analysant. Mais il ne va pas le dire. Non, parce que c'est ça en fait. Parce qu'en plus, et puis en plus, il y a toutes les différentes situations. Mais ce qu'il va dire réellement, que ce qui fait obstacle, alors il va dire non seulement qu'il y a toute cette difficulté pour s'analyser, parce qu'à chaque fois qu'on se rapproche un petit peu du matériel réprimé dans le travail d'analyse, le sujet dit oups, je veux rien savoir. Et il se retrouve, il abandonne. Même si lui, quelque part, il voulait continuer, mais pourtant il finit par abandonner. Donc il va trouver une excuse, il va trouver que, là, mais pour abandonner. Parce qu'il y avait quelque chose où on se rapprochait du matériel dont il ne voulait rien savoir. Enfin, ça, c'est pas évident. Donc c'est une lutte entre les deux. Mais quand vous voyez les gens qui ont réussi à résister, qui ont fait des psychanalyses pendant très longtemps, bon après, il faut que ce soit vraiment une psychanalyse. Non, ils ont résisté à toutes ces choses désagréables, on va dire, à toutes ces choses désagréables, non, pour apprendre quoi, à se connaître, pour apprendre à se connaître. Et donc, il y a une autre chose aussi qui va dire Freud, il va dire que c'est la même chose pour étudier la psychanalyse. Que étudier la psychanalyse, ce n'est pas plus facile que s'analyser. La troisième oreille s'acquiert avec l'expérience, avec l'étude, Florence, avec la psychanalyse du psychanalyste, la supervision du psychanalyste et avec l'étude du psychanalyste. Après, il y a le travail régulier. Donc, il faut toujours continuer à travailler, continuer à travailler, continuer à travailler. Parce qu'après, ça aussi, l'expérience, c'est quoi? Est-ce que l'expérience existe vraiment? On n'est pas toujours nouveau face à chaque situation. Je sais pas. Parce que sinon, on parle d'expérience, c'est-à-dire qu'on commence à établir comme une sorte de méthode. À chaque fois qu'il y a un patient qui vient comme ça, je fais ça, boum. Donc là, c'est une méthode, c'est plus de l'expérience. Non, je réponds toujours de la même façon, c'est pas de l'expérience. En fait, face à chaque patient, on doit être nouveau. Si le patient n'a rien à voir avec l'antérieur, rien à voir. Personne n'a rien à voir avec personne. Et cette différence, justement, quand on a la capacité d'écouter, personne ne peut-être chacun sa manière de parler, d'utiliser les mots. C'est dingue ça que de résister autant. Mais on résiste aussi pour apprendre. On résiste aux nouveautés. Hein, on résiste à la civilisation, Stéphanie. C'est pas simplement. On résiste à se civiliser. Regardez, nous vivons dans des sociétés qui font la guerre. Nous vivons dans des sociétés qui font la guerre et qu'en plus qui disent c'est bien, c'est super bien ce qu'on fait. Alors imaginez, nous sommes des primitifs, complètement des primitifs, à continuer à faire la guerre. Alors,
nous avons énormément de difficultés à accepter, à nous civiliser. Énormément. Regardez la société dans laquelle nous vivons. Et cette société fait partie de nous. On dit, moi je ne veux pas la guerre. Peace and love. Oui, alors, je vis là. Je dois me... Non, je peux pas me laver les mains en disant, non, non, non. Moi j'aime pas mes parents. Non, non, j'ai jamais eu de parents. Non, je peux pas. Non, je veux dire que nous sommes là, nous sommes là. Eh ben oui, faut faire avec, on va dire, faut faire avec. Et c'est pour ça que la psychanalyse, c'est vraiment un instrument qui va nous permettre, non, de nous aider à nous civiliser le plus possible, on va dire, le plus possible. Bon, je n'ai pas dit pour aujourd'hui tout ce que j'avais prévu, d'accord, mais je dois continuer. Donc, mais on continue mardi prochain à 21h avec un nouveau sujet. Donc, merci d'être là, merci d'être présent, d'être venus si nombreux. Et donc, on continue. Donc, vous vous rappelez, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero. Donc, bonne fin de soirée à vous aussi, bonne continuation, et on continue mardi prochain avec un nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Allez, au revoir, bonne continuation. Ciao, ciao, au revoir.